parler de thé. Ouais. On va parler de thé. L'idée, là, pendant 1 heure, c'est pouvoir expliquer c'est quoi le thé, c'est quoi les différentes sortes de thé. Ah, non, pas de souci, pas de souci. Donc oui, on va partir sur c'est quoi le thé, comment ça se prépare, quelles sont les histoires qui sont autour, peut-être un petit peu de chimie autour aussi pour puis expliquer en Ce quoi qui ça se passe, consiste. ouais. Voilà. Un peu oui, je sais pas si je l'ai dit, mais un petit peu d'histoire autour, parce qu'on a un peu lu les bouquins d'un monsieur qui s'appelle Robert Fortune, Voilà, c'est ça. qui était, qui est un peu le monsieur grâce à qui aujourd'hui on a autant de thé par chez nous. Moi, je te proposerais bien de commencer en parlant de c'est quoi du thé. Hmm. Parce Du que- thé, en fait, c'est une plante. C'est une plante. Alors, les noms techniques, c'est Camellia. Alors, il y en a 3 types. C'est Camellia sinensis, Camellia sinensis cambodia et Camellia sinensis, la troisième, je sais pas. Et c'est à peu de choses près la même chose. Et en fait, les différentes variétés. Le type de plante de base ne va pas avoir d'impact sur le type de thé que tu vas avoir à la suite. C'est-à-dire que tu peux avoir un Camellia sinensis qui va faire du thé vert, du thé jaune, du thé blanc, du thé noir, etc. etc. La différence entre les différents types de thé, ça vient du type de feuille. Par exemple, le thé blanc, en fait, quand c'est la récolte, le vrai thé blanc, parce qu'on vend du thé blanc dans le commerce. Si vous avez du thé blanc à 10 balles les 100 grammes, c'est pas du vrai thé blanc. Du vrai thé blanc, en fait, c'est juste le bourgeon qui est récolté au début de la saison. Il est blanc parce que c'est des feuilles qui sont encore tout dufteuses. Voilà. Et c'est un thé qui est rare parce que du coup tu peux pas en récolter beaucoup. En fait, tu récoltes que le bourgeon. En plus, les thés poussent dans des terrains particuliers. C'est pas des grandes plaines comme nous, on a des grandes plaines dans la Beauce avec des champs. Ça se récolte donc à la main. Généralement par les femmes, et en fait la posture est une posture assez courbée. Oui. Voilà, je pense qu'elle doit être assez violente pour le dos, et donc tout ça fait qu'effectivement ce sont des thés plus rares. D'autant que quand tu commences à récolter les petites feuilles dès qu'elles poussent, bah après elles poussent plus. Exactement. Voilà. Exactement. Alors pour l'anecdote, en fait, j'avais fait un voyage en Inde et on avait été faire un tour dans les montagnes justement pour aller voir un peu des plantations de thé. Et ce que tu décris, c'est exactement ça en fait. Dans les champs, on voyait uniquement des femmes en train de faire la récolte. Les arbres étaient bas, de mémoire, ils étaient du genre à 1 mètre, 1 mètre 10, donc effectivement, tu pouvais pas avoir une posture debout toute la journée. Et à l'époque, on avait visité aussi l'usine dans laquelle ils fabriquaient. Alors, juste un détail, en fait, là, ils récoltaient pas à la main du genre feuille par feuille, c'était avec des espèces de grands ciseaux, en fait, où ils coupaient le dessus du tapis, entre guillemets, du tapis de feuilles, passaient ça dans des sacs qu'elles portaient sur leur dos, puis après ils amenaient ça à l'usine. Et donc effectivement, là on a vu les différentes étapes avec faites par des machines. Du coup, là c'était pas du thé grand luxe, et c'était vraiment très sympa à voir. Du coup, pour partager à ce moment-là, j'avais fait des photos à l'époque. Donc j'ai quelques photos des champs. Je sais pas si on peut parler des champs qui sont Ah, ça vraiment très s'appelle des sympas. jardins. Pardon? Les plantations, ça s'appelle des Des jardins. jardins, d'accord. Alors, je sais pas si ça s'appelle des jardins partout, Mhm. mais est-ce que, notamment en Chine, donc à vérifier, je suis pas sûre, mais en tout cas, en Chine, ça s'appelle pas château, ça s'appelle pas champ, ça s'appelle pas machin, ça s'appelle jardin. Ok. Et pour revenir sur les différents types de thé, du coup, donc là on vient de parler du thé blanc. Après, tout ce qui peut être thé vert, thé noir, en fait, c'est la même chose. C'est juste que le processus de pourrissement entre guillemets est arrêté plus tôt. L'oxydation. L'oxydation est arrêtée. Merci. C'est vachement plus technique que moi ce matin. Je suis moins bien réveillé. Non, mais pourrissement, c'est moins glam. C'est moins glam, effectivement. Le processus d'oxydation est arrêté beaucoup plus tôt en fait sur le thé vert. On a ça. On a juste, en fait, vu qu'on est pour faire un petit peu de technique, en fait, il y a un truc, ce qu'on appelle les pécoés.
En fait, la récolte des feuilles de thé, quel que soit, enfin sur du thé vert ou sur du thé noir, se fait en fonction du nombre de feuilles par rapport au bourgeon. Donc il y a ce qu'on appelle PQE plus 1, plus 2, plus 3. Et après et plus. En fait, le PQE plus 1, c'est-à-dire qu'on prend la feuille qui suit le bourgeon. Le PQE plus 2, on prend la deuxième feuille après le bourgeon. PQE plus 3, on prend la troisième feuille après le bourgeon. Plus tu montes dans les nombres, moins c'est du bon thé, entre guillemets. Sachant qu'il y a quand même des trucs qui peuvent être très respectables. Très respectable quand même, à plus de 3. Donc on a ça, et vous allez trouver dans certaines boutiques de thé, vous allez trouver du P1, des P plus 1, P plus 2, P plus 3 ou P plus, etc. Et à ce moment-là, ça vous indique le type de feuille qui a été récolté en fait. On a ça du côté de l'Afrique du Sud, enfin pas de l'Afrique du Sud pays, le sud de l'Afrique, on va le dire comme ça. On a un thé qui est un peu plus, qui est un peu plus, qui est un petit peu à part, on va dire. Alors, je sais pas le prononcer, c'est le rooibos. Le rooibos. Le rooibos. C'est-à-dire qu'en fait, sur la partie, effectivement, dans le sud de l'Afrique, il y a effectivement des thés. Il y a quelques jardins de thé. Par contre, effectivement, il y a un produit qui sont développés, je sais pas, il y a combien de temps maintenant, 15 ans, 20 ans, qui est vachement intéressant parce que le rooibos, en fait, a un goût qui est très similaire à un thé de base. Voilà, donc du coup, c'est plutôt par là que ça a commencé à se développer. Et maintenant, c'est vachement intéressant. Je te laisse continuer. Et effectivement, enfin, du coup, ça je connais quand même beaucoup moins. Alors, tu as une qualité. Oui. Et par contre, ça se boit tout simplement. Donc, ce qui est super intéressant, c'est que dedans, tu n'as pas de caféine, acathéine, hein, c'est la même molécule. Donc du coup c'est quelque chose d'assez sympa quand tu veux pas en boire, mais même ça a un goût qui est tellement proche. Donc il s'aromatise énormément. D'accord. Et donc c'est des toutes petites feuilles. Ça ressemble peut-être même pas à des feuilles. J'ai jamais eu la curiosité d'aller voir ce que c'était qu'un arbuste de rooibos. Pareil. Et ben voilà, il y a un feuille, il faut que vous alliez trouver par vous-même et on ira voir après. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une plante qui permet d'en donner aux enfants beaucoup. C'est une manière aussi de leur faire découvrir une autre manière de boire quelque chose qui n'est pas de l'eau. Voilà. Après, pour des enfants chez les personnes qui sont sensibles à la théine, à la caféine, il y a une technique qui consiste à tremper son thé très rapidement finalement, faire un passage de peut-être 10-15 secondes, comme ça permet déjà d'éliminer pas mal de ces molécules, pour le reboire derrière en fait, tout en conservant quand même pas mal les aspects gustatifs et en ayant moins la théine qui est plus excitante. On en parle plus après. Ouais. Donc là en fait on en est avec les filles, elles ont récolté leur truc. Oui. Elles arrivent à l'usine et là elles ont un sac, avec des bouts de branches et les feuilles vont être triées une par une. Alors, effectivement, les feuilles, suivant les types de thé, effectivement, elles vont être triées une par une. Moi, ce que j'avais vu, en fait, ce qui était assez surprenant, j'étais arrivé en fait avec presque des yeux d'enfant, on va dire entre guillemets. C'était des espèces de grands tamis qui faisaient des dizaines de mètres carrés sur lesquels justement ils allaient étaler les feuilles et qui étaient là en fait avec comme de la ventilation en dessous, qui étaient là pour justement faire sécher les feuilles, les oxyder. Et avec un processus, voilà, en continu il y avait de l'air. Régulièrement il y a des personnes qui venaient brasser les feuilles de façon à pouvoir justement avoir une oxydation qui soit homogène. Donc il y avait ce que j'avais vu, moi, c'était du thé, il passait quand même pas mal c'était du bon thé noir des familles qui râpait bien la bouche derrière. Donc il passait quand même pas mal de temps en oxydation, plusieurs dizaines de minutes au moins. Et après ça partait au séchage. J'allais dire au brûleur, encore une fois, elle n'est pas bien les termes techniques là. Ça partait au séchage, en fait, l'idée étant d'arrêter l'oxydation en brûlant la feuille. Par exemple, si vous prenez le thé vert, j'avais fait ça. Sur le thé vert, j'avais noté 3 étapes. Une première étape quatre étapes du coup. Une première étape d'oxydation qui va durer vraiment quelques minutes, c'est vraiment très très court pour garder l'aspect vert. Une deuxième étape de torréfaction
Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'arrêter l'oxydation des feuilles en les portant très rapidement à une température de moins 100 degrés juste après la cueillette. Et ça dure, c'est une étape qui dure entre 30 secondes et 5 minutes pour donner de la souplesse aux feuilles, pour après pouvoir les rouler et les plier. Si vous verrez, en fait, il y a des thés que vous allez goûter, en fait, ça sera juste. Si vous prenez un thé en sachet classique, dont je ne citerai pas la marque jaune par exemple, ce sont des brisures que vous avez, donc c'est juste des petits morceaux de feuilles. Ouais, alors, et quand même, j'ai une précision là-dessus, Oui. parce que moi, j'ai vu un reportage là-dessus. Et donc, en fait, c'est pire que ça. C'est que c'était là, en fait, pendant le triage qui se fait effectivement à la main, au sol, il y a de la poussière. Donc, à la fin, toute cette poussière est récoltée quand ils font le ménage, en fait, avec un balai, hein, et c'est revendu. Et c'est revendu. Donc, vous avez tout dans la. Tu vends du rêve. Ah, non, mais je jure, c'est ça. J'avoue que ça m'avait choqué. Je n'oublierai pas les images. Voilà, le travail de la journée. Hop, ils passent le coup de balai et après, zou. Bonjour, monsieur Marc Jaune. T'as du thé pour tous les gens qui vont être heureux le matin. Alors le thé jaune aussi, c'est un truc qui est très spécial parce que c'est un mélange de plusieurs thés. Ouais, bah, moi, je parlais de Marc Jaune. Oui, oui. Ah oui, d'accord, celle aussi. De mémoire, il y a 65 thés différents. J'avais lu un truc disant qu'il y avait 65 thés différents qui étaient contenus. L'idée étant en fait après de pouvoir moduler les ingrédients en fonction de leur coût et leur disponibilité pendant l'année. Et ils ont des mecs spéciaux, des spécialistes du goût, comme on peut avoir des spécialistes dans le café ou dans le vin. En fait, ils ont des mecs qui sont spécialisés pour retrouver le goût exact du thé jaune, même si tu fais bouger ton mélange en fait. Mais voilà, après c'est technique quoi. Vu que tu as 65 trucs différents dedans. Alors, il y a un autre type de thé où il y a quand même un certain nombre de variations qui est proposé. C'est un thé principalement chinois, c'est le thé fumé. Oui. Donc là, je pense qu'au moment du séchage, il passe dans un séchage avec c'est de la fumée froide, hein, exactement comme quand on conserve, on fait fumer du jambon, par exemple. Ça passe dans le flux de la fumée qui doit surtout pas. En fait, le truc doit être suffisamment haut pour qu'il n'y ait aucune chaleur. C'est-à-dire, grosso modo, il est en haut de la cheminée, quoi. Et donc la fumée de la combustion passe à travers et donne un goût. Pour la légende, en fait, il se raconte que c'est le thé fumé est né en Chine et que c'était en fait c'était un monsieur un récoltant qui avait son jardin avec un hangar où il faisait sécher ses feuilles de thé et qu'un jour il était bien emmerdé parce qu'il y avait l'armée qui débarquait et qui devait les loger et son thé n'était pas encore complètement séché et l'histoire dit que du coup il avait voulu précipiter le séchage de ses feuilles, qu'il avait fait brûler des branches toutes sèches qui traînaient justement pour accélérer ce séchage et que pour lui il pensait que après il avait senti, il trouvait que pour lui la récolte était plantée, était vraiment morte et heureusement pour lui un marchand hollandais serait passé par là, les aurait sentis, aurait voulu les goûter, il aurait rapporté ça au pays sur un succès monstre et que c'est comme ça qu'en fait ça serait développé. Voilà, donc ça s'appelle un lapsang souchong. Et il y a aussi un taré lapsang souchong qui est super costaud, qui est presque proche du café. Enfin, qui est vraiment qui est pas du tout structuré en bouche comme tous les autres thés. Donc alors, on récapitule à Schtroumpf. Il y a du thé noir, il y a du thé vert, il y a du thé blanc, il y a du thé jaune, du thé jaune, du thé bleu. Ouais, c'est quoi pour jaune et bleu en fait c'est la même chose, c'est juste que c'est pas la même appellation, ça dépend des endroits où tu vas. Donc tu vas voir ceux-là. Il y a le thé fumé et à côté il y a le rooibos qui est un excellent moyen de remplacer le thé. Donc on a tout ça, plus tout ça est récolté. Donc le terrain est vachement important. Et il est clair qu'un thé indien, c'est pas du tout le même goût qu'un thé de Hong Kong, par exemple. Et le troisième truc, c'est quelle feuille on prend et à quelle époque de l'année. Voilà, c'est ce qui donne un éventail de possibilités qui est quand même vachement important. Sachant qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas forcément eu
le même type d'études que ce qu'on a pu avoir pour le vin, par exemple, où le vin, on va te parler de cépage, on va parler de terrain, etc., etc. Là, sur les thés, en fait, les gens sont pas. La dernière fois que j'avais lu des articles, les gens n'étaient pas rentrés autant dans ce détail-là, en fait, à se dire c'est vraiment tel type de plante, tel type de terrain, pour savoir quels impacts ça pouvait avoir sur la qualité gustative derrière. Ouais, ils étaient pas rentrés Mais à ça. là, en fait, quand on est un arbuste, on imagine comme tous les autres arbustes, donc ceux que vous avez dans le jardin, eh ben, s'il fait froid, il va avoir plus de mal à pousser. Donc, il va être plus costaud, ou le goût va être plus fort. À l'inverse, par exemple, en Inde, où ça pousse beaucoup plus facilement. On a un thé d'ailleurs qui est produit en plus grande quantité. Je crois que c'est le premier producteur. Je me cours peut-être. C'est pas Mais impossible, oui. et on a une qualité qui répond plus à l'industrie non pas dans sa qualité, parce que c'est un thé de qualité également, mais il y a dans la régularité, ce que l'industrie a besoin. Mm. Effectivement, et c'est par exemple là tu parles de la cueillette au sortir de l'hiver, et ces premiers bourgeons, ces premières feuilles à la sortie de l'hiver sont très recherchées, parce que du fait de la croissance qui est plus lente, les essences sont plus concentrées, et c'est là où tu as le plus de goût. Donc c'est souvent les premières récoltes qu'on va avoir qui sont en quantité limitée, que vous allez trouver un peu plus cher aussi, et qui gustativement parlant vont être beaucoup plus riches, hein. Voilà, donc on a ça. Et puis bah, du coup, on peut peut-être parler de l'histoire maintenant, comment le thé a été connu, parce qu'au départ, le thé n'existait qu'en Chine, et le secret en était très, très, très bien gardé. Effectivement, c'est un Anglais qui s'appelle Robert Fortune, qui est parti, pour le compte, c'est la Compagnie occidentale des Indes, Compagnie orientale des Indes, une compagnie anglaise en fait implantée en Inde, qui est parti déguisé en bonze dans la campagne chinoise pour apporter des plantes de thé et les expédier en Inde. Donc vous imaginez un Anglais qui baragouinait quelques mots de chinois à cette époque lointaine, c'est quoi, des années 1700, 1800, Ouais, début quelque chose 1800. comme ça, À ouais. vérifier, mais Mm. oui. Oui, oui, de toute façon, c'est ça, parce qu'en en fait, le monde est déjà industrialisé. Il y a déjà les grands comptoirs qui sont installés, Exactement, oui. tout juste en Chine, mais Mm. Et ce mec-là donc se rase le crâne pour se faire passer, pour un moine. Il a accompagné deux acolytes, ces deux porteurs qui sont dans la combine et qui passent leur temps soit à perdre des sous au jeu et puis à essayer de le faire payer derrière, soit à essayer de l'escroquer en lui tirant des thunes, en lui faisant payer des trucs plus chers. Voilà, donc et ils le mec, essaient. il part à la YOLO quand même, hein. Oui, Salut, j'ai les yeux bridés, mais j'ai mis du scotch. Vous me prenez pour un Chinois. c'est exactement ça, hein. C'est aussi subtil que ça. Et ce mec, en fait, pendant des mois et des années, il va exfiltrer des plants, en fait. Il va aller voir des paysans dans la campagne reculée, et puis il va leur acheter des plants qu'il va exfiltrer par barque le long des fleuves, pour après les monter sur des bateaux en douce à faire de la contrebande pour sortir du thé. Voilà. Euh, Et il bosse, en fait, j'ai une imprécision dans ma tête, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas lu. Ce mec, il bosse. En fait, il va pas ramener que ça. Il part pour ramener peut-être des camélias. d'accord. Et en fait, il est connu aussi pour ce qui est pour l'apport au niveau des jardins, tout simplement. Il a ramené plusieurs trucs. Et il travaillait pour la compagnie royale de, je sais pas, je peux pas dire de jardinage, j'ai n'importe quoi, mais voilà, d'horticulture, où en fait, il était sa mission première, et ça a été sa couverture qui consistait à ramener d'autres plantes, des plantes décoratives. Et là, le mec, il a le secret espoir de réussir à ramener du thé parce qu'il en a entendu parler. Et il a déjà essayé, il a déjà pris des renseignements pour voir s'il pouvait en choper. Et ça marche pas parce que le thé, quand même, on peut pas non plus. C'est une époque où on transporte pas par avion, donc c'est un poil plus complexe. Et c'était légalement interdit de sortir du territoire. En fait, Voilà, c'est ça. les autorités chinoises l'interdisaient à l'époque parce qu'ils s'étaient rendu compte que c'était un moyen, c'était un levier commercial de façon à faire entrer des devises par rapport à l'Angleterre qui arrivait avec ses produits industriels Voilà, tout à fait. qui cassaient toute la production locale. Oui, puisqu'en fait, les Anglais commençaient. Après, il y a eu tout le processus qui a amené à la révolution chinoise. Mais là, effectivement, les Anglais qui commencent à arriver, ils arrivent en conquérant. Les Chinois, c'est des sous-humains, etc., etc. C'est comme tout le reste, sauf que non, la Chine, c'est un grand pays avec une longue histoire et une économie importante.
et ça se passe pas forcément très bien. Et donc le thé, effectivement, est super surveillé. D'ailleurs, enfin, j'ai vu 2 bouquins de lui qui sont traduits en français. Il y en a le premier que j'avais lu, je crois que c'est La route d'été. Mais je suis pas sûr du titre à 100%. Mais Robert Fortune, de toute façon, vous en trouverez 2, c'est assez vite fait. Il y en a le premier que j'avais lu, donc c'est celui où il explique comment il va se perdre dans la campagne et puis qu'il exfiltre des plantes pour après les replanter l'autre côté de l'Himalaya, du côté de l'Inde. On a ça, et il y en a un deuxième où justement en fait il décrit son expérience en tant qu'occidental, qui débarque en Chine, et c'est très intéressant pour 2 choses. C'est un, pour voir la réaction des Chinois quand ils voient des gens nouveaux arriver, et 2, pour voir l'état d'esprit, son état d'esprit à lui quand il arrive. Son état d'esprit, comme tu disais tout à l'heure, en fait, qui est ah oui, ils sont quand même un peu sous-développés, ils sont un peu bêtes par ici. Ils sont aussi un petit peu fainéants, faut pas se le cacher. Et voilà, c'est tous ces clichés qui aujourd'hui feraient bondir les gens. À l'époque, ça passait c'était son approche, c'était sa vision des choses, ça passait très bien. Et voilà, et ce regard du coup de l'occidental qui débarque là-bas, et je trouve est assez culturellement intéressant. Il y a aussi quelques anecdotes quand on parle de l'autre côté, en fait, la réception qu'ils pouvaient avoir. Autant du côté des grandes villes avec les grands comptoirs, ils avaient l'habitude de voir des occidentaux. Donc là-dessus, ça se faisait très bien, les gens étaient identifiés, voilà, ça allait bien. Autant dans les campagnes, pas forcément si loin que ça des comptoirs, n'avaient pas l'habitude de voir des occidentaux. Et il raconte une anecdote où un jour il va dans un village pour justement aller voir des plantes. Il accompagnait un camarade anglais comme lui. Cette fois-ci, il s'est pas rasé le crâne, il s'est pas mis du scotch sous les yeux. Il arrive avec ses habits occidentaux. Et il y a un village avec plusieurs centaines de personnes sur place qui débarquent et qui voient arriver des occidentaux. Ils n'ont pas l'habitude, hein, donc c'est les mecs qui sont surpris, ils sont pas habillés pareil, ils ont pas la même tête, c'est pas normal, c'est la première fois qu'ils en voient. Et ils se font courser, ils sont foutre à poil parce que les mecs veulent les toucher et puis ils veulent avoir leurs vêtements. C'est aussi simple que ça, le choc culturel que tu peux avoir à l'époque. C'est marrant. C'est marrant. Donc le mec, il remet ses plantes, et après, Il ramène ses plantes et après, du coup, ça s'est pas mal développé du côté de l'Inde. J'avais lu un article il y a quelques temps où en fait on t'expliquait que en fait le thé, vous allez avoir deux racines de prononciation dans le monde. Il y en a une qui va être thé, qui est le passage du côté de l'Angleterre, thé, tea. C'est comme ça qu'on l'a chopé. Il y a une autre prononciation qui est cha, qui est plus proche du chinois, qu'on va retrouver par les autres filières d'exportation. Par exemple, du côté du Portugal, mon grand-père il dit pâté, il dit cha, voilà. Donc il y a vraiment ces deux prononciations-là. Sur le développement, j'ai pas plus d'informations que ça. Oui, sur comment ça s'est développé dans les ah, différents pays. déjà, de toute façon, là, c'est l'Angleterre, hein. On Oui, a la Chine et l'Angleterre. Donc la Chine a son propre marché, et le thé est quelque chose de rare qu'elle doit exporter, pas très loin non plus, pas faire le tour du globe. Ensuite, Robert Fortune, il va implanter ça en Inde. oui, Et d'ailleurs, ça, par contre, je sais que ça s'est tellement développé à un moment que la Chine produisait moins, ou peut-être c'est encore le cas, que l'Inde, parce que juste par la capacité de l'Inde à produire un thé régulier qui répond aux besoins de l'industrie. Du coup, les Anglais, ils ramènent ça chez eux. Donc voilà, ça commence à essaimer, mais pas que. Tu as les pays du Nord aussi, comme les Pays-Bas, qui vont boire aussi pas mal de thé. Ensuite, plus au sud, sud-sud, donc du coup, tu as parlé du Portugal. Ce que je sais, c'est que tu as l'empreinte du café qui est très forte. Donc cette empreinte du café qui va être notamment autour de la Turquie, parce que je pense même que ça vient de là, en fait, le café qui est arrivé jusqu'en France est arrivé par le chemin turc. Et donc sur la France, les deux vont se mélanger, et le café de toute façon reste prépondérant. C'est que oui. maintenant qu'il commence à se développer. Je ne vais pas la citer, mais c'est surtout grâce à une entreprise française qui existe, je crois, depuis une trentaine d'années, qui elle va commencer à proposer non pas du thé comme les boîtes jaunes là, mais va commencer à
proposer justement tout ce dont on a parlé, des différents crus et les différents thés qui viennent de partout dans le monde. On n'a pas parlé, je suis en train de faire la marque, on n'a pas parlé des thés parfumés, on a parlé en fait de la partie grand cru entre guillemets et du thé qui va se vouloir pur en fait, ça va être un seul type de feuille que vous allez avoir dans votre bol. Il y a aussi les thés parfumés. Alors, où tous ces thés peuvent être parfumés. Et typiquement, sauf le fumé, parce que ça passe par-dessus, mais... c'est autre chose, mais typiquement, par exemple, vous prenez le thé parfumé, que vous allez avoir au printemps avec un goût cerise. C'est du thé, en fait, vous allez avoir c'est du thé vert qui est préparé au moment de son flétrissage. En fait, il va être mélangé avec des feuilles de cerisier, des pétales, pardon, des pétales de cerisier. Donc on met une couche de feuilles de thé, une couche de pétales de cerisier, une couche de thé, une couche de pétales. On fait ça, on laisse ça pendant quelques minutes. On enlève une par une les feuilles, les pétales de cerisier, et puis on recommence. On met une feuille on fait ça Alors, plusieurs fois pour donner le goût. Du coup, on n'a pas encore parlé du Japon. Oui. Mais effectivement, le Japon est aussi un des grands pays du thé, donc principalement du thé vert, avec quelques thés parfumés, parce que c'est pareil, quel que soit, d'ailleurs dans le globe, actuellement, on est tous habitués à avoir une variété de parfumés quasiment infinie. Or, historiquement, il n'y a que quelques thés parfumés. Donc, en fait, il y a le thé aux feuilles de cerisier, donc le sakura. On a le thé anglais à la bergamote. Ajouté éventuellement, quand on va du côté de la Russie, etc., d'autres agrumes éventuellement. Donc, le thé à la bergamote s'appelle du Earl Grey. Et puis, l'autre, c'est le thé au jasmin, qui lui aussi a une préparation très particulière avec les petites boules. Voilà, et puis voilà, c'est à peu près ça, les principaux thés parfumés. Voilà, ça peut-être tu peux revenir dessus, mais il y a un truc quand même que l'industrie et qui permet maintenant d'avoir des thés à tous les goûts, c'est-à-dire qu'il y a toujours des morceaux, d'autres feuilles, d'autres fleurs dedans, mais il y a une pulvérisation d'huile essentielle qui se fait. Ça fait des années que je cherche à trouver ce truc-là. C'est vraiment tout simple, c'est pulvériser l'huile essentielle sur les feuilles de thé. Sans aller, puisque l'huile essentielle c'est principalement gras, hein, c'est une base, c'est pas une base aqueuse, et donc qui permet d'avoir un infini goût, y compris des thés avec des trucs bizarres, mais effectivement qui ont le bon goût, genre du marron glacé ou je sais pas quoi. Je vais rebondir en fait, tu as reparlé en fait des feuilles roulées. Ouais. Juste d'un point, en fait, quand le thé est torréfié pour arrêter l'oxydation, on va chercher après à lui donner des formes. Ça va être des feuilles que l'on va rouler, ça va être des feuilles que l'on va plier. Et ça a un impact qui est assez important, j'allais dire, sur le moment où vous allez le passer à l'eau chaude. En fait, le thé, j'allais dire, hormis thé en sachet, donc c'est des feuilles pulvérisées, passées au balai, tout ça qu'on va vous raconter tout à l'heure. Oui, c'est de la poudre. Ouais, si c'est de la poudre, mais si vous avez des feuilles, en fait, il faut faire très attention. Est-ce que dans quel récipient vous allez les mettre? Si vous avez une boule de thé et que vous la farcissez de thé, et si vous mettez que vous remplissez de thé, déjà il y a des chances qu'il y ait beaucoup trop de thé par rapport à ce que vous avez besoin d'en mettre dedans. En fait, c'est moi j'en mets une cuillère à café sur du thé vert. J'en mets une cuillère à café pour aller, on va dire, un quart de litre. Et je le passe au moins 2-3 fois, donc c'est pour vous donner un petit peu une idée. Et surtout en fait, c'est que les feuilles, une fois qu'elles vont être réhumidifiées, elles vont reprendre du volume. Donc ça peut être jusqu'à 6-7 fois leur volume. Donc si vous mettez ça dans une boule qui est trop petite, le thé après il peut pas s'étendre autant qu'il voudrait et vous allez y perdre gustativement. Alors on peut peut-être commencer justement à parler de la préparation, parce que du coup il nous reste une demi-heure, donc qu'on peut consacrer à la préparation. Donc là ça y est, on a des feuilles. Alors on va commencer par pas les conserver n'importe comment. Comme toute plante, ça se conserve si possible dans une atmosphère un peu fraîche et surtout à l'abri de la lumière.
Voilà, et donc effectivement, il y a toute une culture autour des boîtes à thé. Oui. Ça c'est chouette, les instruments du thé, c'est un truc qui est cool. Et donc voilà, après on fait chauffer de l'eau. Là c'est plus ta partie à toi. Alors, effectivement, normalement, votre boutique de thé doit vous indiquer en fait des températures et des durées, j'allais dire de cuisson. Ah, je suis pas bon en termes techniques ce matin. Des durées d'infusion. Merci. On va y arriver. Voilà, en fait, quand vous commencez à toucher des thés pas forcément très chers, en fait. Vous pouvez avoir du thé en vrac de très bonne qualité qui va être moins cher que du Alors, thé. on va surtout dire qu'il y a des thés qui est très 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 cher. Oui. Mais quand on achète la poudre de balayage, elle vaut aussi cher qu'un thé très cher. Oui. Voilà. Et en fait, il faut voir, en fait, le thé est un truc extraordinaire parce qu'à partir du moment où on prend le courage de se le préparer, et il y a il y a de multiples effectivement outils pour le préparer super rapidement, etc. Enfin, il y a plein de trucs. Et du coup, au final, ça revient beaucoup moins cher, même si vous mettez, vous avez l'impression de mettre la poule du cul. C'est toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Je sais pas combien il est le kilo, le prix du kilo au kilo de la poussière, mais c'est super cher. Effectivement, regardez les prix au kilo, regardez les prix au kilo ou au 100 grammes, et là-dessus, ça fait quand même relativiser beaucoup de choses. Voilà. Moi, en fait, c'est quelqu'un qui m'a. En fait, quand j'étais étudiante, c'est quelqu'un qui m'a dit: Attends, t'es fauché, j'ai un truc à te montrer. Et effectivement, il buvait du thé tout le temps. Et c'était un vrai bonheur parce qu'effectivement, tu achètes un sachet de thé qui peut durer d'abord longtemps si tu le conserves bien. Et puis, ça vaut vraiment rien et c'est un vrai plaisir. Et sur la partie préparation, du coup, tu as donc il y a une question normalement. Donc quand vous achetez votre thé, on vous précise la température, on vous précise le temps d'infusion. La température, alors tout le monde n'a pas forcément la bouilloire qui règle ça au degré près. Vous pouvez en fait en regardant comment les bulles se forment dans l'eau, vous pouvez vous faire une idée de la température. Quand ça bouillonne que ça bouillonne très fort, vous êtes pas loin des 100 degrés. Quand vous commencez à avoir quelques bulles, vous êtes plutôt à 60-70 degrés. C'est voilà, ce genre de choses là à l'œil, vous pouvez déjà commencer à vous faire une idée. Au pif, moi j'ai une bouilloire électrique, donc qui n'est pas comme la tienne qui règle. Moi j'ai une bouilloire lambda qui n'est pas spécialisée dans le thé. En fait, j'ai remarqué que c'est quand ça commence à faire un petit peu de bruit, pas des bouillonnements, mais que ça commence à faire un petit peu de bruit avant le bouillonnement que c'est ok. Mais moi je suis moins, par rapport à la température du thé, je suis moins. Maintenant, je Toi, bois surtout au boulot, donc j'ai un peu moins la maîtrise de mes outils. Enfin, en tout cas, il y a un truc qui est très important, c'est qu'il faut absolument éviter que l'eau bouillonne très fort dans tous les sens et qu'elle atteigne les 100 degrés, parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, elle perd des qualités, le thé va être moins bon. Vous risquez de brûler votre thé et ça va s'infuser, ça sera moins bon quand ça va s'infuser. Et en plus, l'eau est moins bonne derrière, moins bonne derrière pour Pour les votre thé. thés parfumés d'un point de vue chimique, bah, là il y a des parfums qui sont très sensibles à ça et trop chauds, ils disparaissent complètement. Là-dessus, effectivement, vous allez vraiment le tuer. Vu qu'on parle d'outils, en fait, effectivement, ceux qui sont vraiment à fond, ils vont s'acheter la petite théière. Vous pouvez régler par tranche de 1 degré, voire 5 degrés. Ça dépend des budgets. De toute façon, des théières, des bouilloires, ils vous en avez de 5-10 euros jusqu'à plus de 100 euros en fonction des réglages que vous pouvez avoir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un truc qui soit très précis. Juste en regardant le bouillonnement de l'eau, vous pouvez déjà vous faire une idée d'à peu près de la température et ça suffit très bien pour commencer à apprécier. Sur les durées d'infusion, il y a deux choses en fait. J'ai envie de séparer un petit peu le thé vert des autres thés. Le thé vert, vous pouvez le boire de deux façons. Vous pouvez le boire de manière assez classique, c'est-à-dire vous le faites infuser pendant 1, 2, 3, 5 minutes, suivant le temps qui est nécessaire, dans une tasse normale avec votre yo-yo, tout va bien. Une deuxième façon de le faire, c'est en passant par des ongues. Les ongues, en fait, ce sont des petites tasses. Vous allez avoir avec des petites dents sur les bords. Et l'idée, en fait, c'est de faire infuser le thé quelque chose comme 20 à 30 secondes. De le passer dans une tasse,
le boire, recommencer à infuser, recommencer à faire chauffer de l'eau, faire infuser 20-30 secondes, le passer comme ça, et votre thé vert, vous allez pouvoir, sur certains thés, vous allez pouvoir le passer jusqu'à 6, 7, 8 fois comme ça. Et à chaque fois, il va changer de goût. En fait, le goût va évoluer au fur et à mesure des infusions. Alors, rassurez-vous, si vous ne le sentez pas les différences au début, c'est normal, il faut se faire le palais, il faut s'habituer. Oui, bah déjà, il y a un truc, hein, c'est que quand on veut euh, euh, déguster le thé, il faut éviter de manger, enfin de brûler son palais. Donc ça veut dire qu'il y a des trucs, il faut éviter. Il ne faut pas manger trop salé, il ne faut pas manger, euh, voilà, trucs genre ketchup, etc. Les moutardes, les sauces en permanence. Tout ça, ça brûle le palais. Ça n'empêche pas que même quand on a un palais un peu brûlé, on peut quand même apprécier le thé. Par contre, c'est vrai que c'est une des particularités par rapport au café, c'est que la personne lambda qui va manger plein de frites et qui va émettre plein de sauces différentes, en général, le thé, a l'impression que c'est de la flotte. Et alors après, on consomme tous de manière différente notre thé. Mm. Enfin, à titre personnel, du coup, j'aime bien le boire sans rien manger entre temps, justement pour garder cet aspect goût. Et c'est la même chose, en fait. Je parlais avec un ami il y a quelques mois qui est un grand fan de rhum et de cigares. Et sa frustration, c'est qu'il aimait bien faire les deux en même temps, mais que du coup, il y perdait beaucoup. Parce que quand tu fumes ton cigare, en fait, le début, c'est quand même assez dur. Il faut que tu fasses ton palais. Et c'est qu'à partir du moment où ton palais est habitué au goût du cigare, que tu commences à sentir d'autres choses et que tu commences à l'apprécier. Et si tu bois quelque chose dessus, Mm. même si c'est juste de l'eau ou si tu manges par-dessus, crac, t'as enlevé cette couche que tu t'es faite sur le palais et il faut recommencer. Et c'est pareil du coup sur un bon alcool fort. Si si vous allez manger des chips à côté ou des cacahuètes, enfin, ça sert à rien de prendre du whisky un peu sympa et un peu cher parce que là vous allez vraiment tuer, vous allez vraiment y perdre. Voilà. Et alors, il y a des grands pays du thé qui vont faire, qui vont travailler autour des différents moments où on peut consommer du thé. Donc, je pense notamment au Japon, où il y a le thé qui se sert en mangeant. Et en fait, C'est voilà, quoi? C'est il y a- le Gen Maisha, si je me dis pas de bêtises, avec euh, des grains de riz soufflés, vous le verrez assez facilement. voilà, celui-là, il est particulier. Il y a aussi le matcha. Mm. Donc voilà, alors il y a plusieurs façons, plusieurs outils. Alors on peut peut-être faire un embranchement, parlons des outils. Et il faudra qu'on parle aussi de la cérémonie du thé, qui existe au Japon et en Chine, et qui est, voilà, ces deux versions différentes. Alors, donc, dans quoi on va faire le thé? On peut faire le thé dans une tasse, on peut faire le thé dans une théière, et fait de différents matériaux, c'est pas le même Oui, goût. On peut faire le thé dans un samovar. effectivement, j'allais t'en parler. Alors le samovar, pour ceux qui ont du mal à voir à quoi ça peut ressembler, c'est en fait une espèce de... je vais schématiser, mais c'est un cylindre dans lequel vous allez mettre votre eau plus feuille. Et dessous, vous allez avoir des morceaux de charbon que vous allez allumer et qui vont chauffer votre eau et qui vont maintenir l'eau à température. Typiquement, on les trouve dans les illustrations des contes russes d'Afanassiev. C'est-à-dire, voilà, les grimes et les perros du côté russe. Et le samovar est quelque chose de très important dans la culture. Et en fait, ça permet pour moi d'insister sur une chose en fait, c'est que le thé, vous pouvez quand vous achetez des feuilles en vrac, vous pouvez le passer plusieurs fois. Typiquement, typiquement en Chine où les gens j'ai caricaturé, ils vont se faire un thermos de thé, ils vont boire toute leur eau et pendant la journée ils vont remettre de l'eau chaude dessus et vont pouvoir passer plusieurs fois comme ça. Typiquement les thés que j'ai au bureau, je les passe deux, trois fois sans aucun souci. Voilà, Ouais, donc, 3 fois, ouais. et je vous dis c'est une cuillère à thé, enfin c'est une cuillère à café, c'est une cuillère à café de thé que je prends pour mon mug qui fait un quart de litre.
Et comme ça, je peux le passer au moins 3 fois. Et gustativement parlant, ça tient sans aucun souci. Il y en a où vous pourrez moins passer. Je pense typiquement des thés fumés. J'en ai goûté un il n'y a pas très longtemps. Où du coup, le deuxième passage, déjà, il était quand même beaucoup moins fort. Mais en fait, tu perds le goût du fumé tout de suite. En fait. Donc du coup, ça a moins d'intérêt. C'est bon, mais ça a moins d'intérêt. Effectivement, mais il y en a d'autres, voilà, vous pouvez passer largement plus. Donc, enfin, quand vous achetez une boîte de 100 grammes de thé, normalement, ça tient longtemps. Vous n'êtes pas obligé de jeter votre thé au fur et à mesure. Une fois que vous avez, une fois que vous l'avez une fois que vous l'avez fait infuser une fois, vous pouvez le repasser plusieurs fois. Le samovar, je me rappelle plus. Le thé, il reste dans Pour le truc moi, ou pas? oui, Ouais, mais toute je la, m'y il me connais semble. moins, mais pour moi, il reste, hein. Il me semble que le samovar, c'est un truc à disposition et qui chauffe en permanence avec les feuilles de thé, donc un extrêmement bon dosage. C'est un thé qui est assez fort puisque il continue quand même à s'oxyder. D'ailleurs, vous verrez, si vous faites un thé, il y a certains thés, vous les faites, ils sont clairs, et puis vous finissez votre théière le lendemain, et là vous avez un thé noir. Tout noir quand vous le versez, bah, c'est parce qu'il s'est oxydé. Ce qui est pas, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, hein, c'est pas forcément le même goût. Moi, je sais que ça m'arrive souvent. Donc moi, ma technique à moi, bah, c'est la théière en fonte et qui va rester longtemps. Du coup, ça me fait une demi-journée à peu près. Et moi, j'aime bien en fait jouer sur le goût qui diffère selon la température du thé. Parce qu'il y a des thés, tu peux les boire très chauds, à se brûler le palais et tu te dis ah, c'est bien, c'est un thé d'hiver quand il fait froid. T'en as que tu peux boire tiède, comme on se sert à température ambiante. Bah voilà, une boisson à bulles ou pas. Et puis tu as les thés que tu bois froid. Et voilà. Et donc moi je fais ça, mais il y a d'autres, notamment donc les théières en céramique sont neutres. Oui. Voilà, c'est exactement comme un mug. Et, et puis il existe les théières en terre. Et ces théières en terre, donc celles qu'on l'envoie moins maintenant dans les magasins, parce que c'est moins la mode. Donc elles doivent être culottées, celles-là, il ne faut pas les laver au produit vaisselle, puisque le thé imprègne la matière de la théière pendant tout le temps. Donc à l'intérieur, elle est toute noire, la théière. C'est pareil, quand vous avez une théière qui a servi beaucoup et qu'elle est noire, elle n'est pas dangereuse, elle n'est pas toxique. Ce qui est plus embêtant, c'est l'eau qui va être calcaire, mais on peut peut-être parler de la dureté de l'eau. Du coup. Alors là-dessus, je m'y connais moins. C'est juste que moi, je fais attention à filtrer mon eau avant. C'est quand même gustativement parlant, ça change quand même pas mal de choses. Ouais, surtout quand tu as un goût javel derrière. Oui, ouais, c'est quand même pas la même chose. Au Japon, vous allez avoir des personnes qui sont un petit peu hardcore, qui vont aller choisir l'eau de telle source à tel endroit parce qu'elle a telle particularité. Voilà, pour avoir des choses qui sont vraiment très très pures, ça peut aller assez loin de ce côté-là. Juste effectivement, et le conseil, ce serait d'avoir une eau la plus neutre possible, de façon à pas venir empiéter sur le goût du thé. J'ai caricaturé, mais si par les mettre, par exemple, moi l'évian, je trouve qu'elle a un goût qui est très spécial. Les mettre de l'évian pour faire du thé derrière, vous risquez ça fait un mélange qui est peut-être un peu dommage par rapport au thé que vous avez. Hmm. Pour rebondir sur l'histoire du culottage de la théière, il y a des dépôts qui se font au fur et à mesure. C'est la même chose que ce que vous avez dans votre tasse. C'est du tanin. C'est du tanin, Ouais. effectivement. Quand quand vous allez au Japon, vous avez alors, idéalement, on va juste, je rembobine un tout petit peu. Idéalement, c'est si vous aimez bien certains types de thé, si vous avez certains types de thé sur une théière en terre cuite, vous ne devez passer qu'un seul type de thé. Voilà, c'est vraiment qu'un seul type de feuille et passer que celui-ci de façon justement à donner un goût culotté, à tapisser votre théière de façon à ce qu'il y ait un goût qui se mette en place. Si vous les mélangez derrière, c'est aussi sympa, mais du coup, ça perd un petit peu de son intérêt. Bah, si ta théière, elle te sert à faire un taré d'absinthe chouchon super fort, super costaud, et que derrière tu veux te faire un thé vert avec toutes les subtilités. Hein. C'est pas terrible. Moi, je me rappelle quand tu as commencé à travailler plus sur le thé, sur les goûts des thés verts japonais. Les
goût des thés verts, alors, c'est là-dessus effectivement ça va être assez surprenant. J'avais préparé des ateliers à l'époque Oui, c'est pour ça. pour les Geek Fairies et ce qui était alors pour le goût en termes juste aspect technique sur pour ça pour le goût du thé. Vous avez différents moments en fait pour apprécier le thé. Il y a un premier moment, c'est de le sentir dans sa boîte. Là, vous avez une odeur qui va être très spécifique. Au moment de l'infusion aussi, donc une fois que vous avez commencé à verser de l'eau dessus, il va y avoir une autre odeur qui va se dégager. Et au moment où vous allez le boire, vous allez avoir aussi un goût qui va se mettre en place, qui va être différent, légèrement différent des odeurs que vous allez pouvoir prendre dans le micro. Vous allez avoir un goût qui est quelque chose de différent que ce que vous allez avoir, ce que vous aurez senti. Le goût passe beaucoup par le nez. Donc si vous voulez apprécier du thé, commencez à sentir ces différentes subtilités. Le conseil, c'est de le mâcher pour faire rentrer de l'air dans votre bouche. Voilà, alors gardez la bouche fermée, merci. Voilà, vous mâchez votre botte de thé en gardant la bouche fermée. Et là-dessus, vous allez commencer à sentir des choses différentes. Un truc aussi, si vous n'avez pas envie de mâcher, le fait que vous le gardez en bouche et vous respirez par le nez, tout simplement en ayant le thé dans la bouche. Et pareil, là-dessus, vous allez commencer à sentir d'autres choses. Voilà. Et au fur et à mesure, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, au fur et à mesure des infusions, vous allez avoir en fait différents goûts. Différents goûts qui vont ressortir, donc c'est ça l'intérêt en fait de le passer plusieurs fois. Pareil, après comme pour du vin, vous allez avoir du goût qui va apparaître en début de dégustation. Il y a un goût que vous allez avoir quand vous le buvez. Il y a un goût, une fois que vous allez fini de le boire, vous allez avoir un goût qui va sortir juste après quand vous ne l'avez plus en bouche. Et on va dire 30 secondes, une minute, plusieurs minutes après, vous allez avoir un autre goût qui va ressortir en bouche. Voilà, et c'est ça qui fait tout l'intérêt de la chose. Moi, j'avais bu à une époque, j'avais bien aimé, c'était... j'ai peur de dire des conneries, mais je crois que c'était un Tamaryokusha impérial. On va laisser tomber le nom, mais j'en avais bu un en fait, où du coup il y avait vraiment je m'étais amusé avec des amis en fait à leur faire goûter, et puis ils arrivaient à trouver 5, 6, 7 parfums différents. Et ça finissait sur de l'algue et du concombre, alors tout le monde n'aime pas. Je me rappelle, était épinard poisson. C'est celui-là. Oh. C'est celui-là. Et effectivement, tout le monde n'aime pas. Après, ça se discute pas. De toute façon, on a chacun nos goûts. Après, moi, ce qui me plaît dans ce moment-là, c'est de voir la richesse du goût qu'il peut avoir derrière. Après, j'en vois pas systématiquement parce que du coup, effectivement, il y a une question. Il y a des choses qui me plaisent plus de manière immédiate, mais le fait de pouvoir goûter un thé comme ça, où effectivement, tu vas pouvoir tomber sur du légume vert, sur des épinards, sur du poisson, tirer éventuellement sur de la vanille. Voilà, avoir cette richesse de goût, moi, c'est une expérience que je trouve vraiment très formidable. Oui, puis ça laisse un petit peu dans son esprit le champ ouvert, dire oh, un thé qui sent l'épinard. En fait, imagine que tu le manges en même temps qu'un plat salé, que tu le consommes en même temps qu'un plat salé, tout de suite ça a l'air moins bizarre. Tous les thés sentent pas la framboise, quoi. C'est clair. Parce que c'est pareil, le truc qu'on n'a pas abordé, c'était avec sucre et sans sucre. Alors moi je mets pas de sucre dedans. C'est éventuellement du thé à la menthe, mais sinon je mets pas de sucre dedans. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'Afrique du Nord et du thé à la menthe. Il n'y a pas que l'Afrique du Nord d'ailleurs, c'est bien descendu aussi. Et voilà, moi je consomme les thés en fait, principalement je consomme des thés parfumés. Que je sucre pas avec du sucre, avec un autre produit qui est beaucoup plus neutre, et qui s'appelle de la tégatose. Et je consomme aussi salé. Enfin, pas le thé salé, mais sans rien, pour les moments salés, justement, pendant les repas. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de surtout de pas partir avec des a priori et de se dire que le thé peut amener, quand on joue sur tous les curseurs qu'on a, parce que là c'est une vraie table de mixage au final, surtout quand on joue sur tous les curseurs qu'on a, on obtient plein de jeux avec le thé. Voilà. Donc toi tu fais ton thé comment en fait? Toi tu as une bouilloire et un mug. J'ai mon bouilloire, j'ai mon mug, j'ai mon yo-yo et c'est comme ça que je bois essentiellement au bureau en fait. Donc et je me fais mon litre et demi tous les jours. Voilà, alors du coup ça
ça impose de choisir des thés qui soient assez faciles à travailler, vu que l'eau est pas parfaite, la température elle est plus ou moins 5 degrés. Voilà, donc ça, j'ai pas des thés, je prends pas de thé super sophistiqué au bureau. Mais après, je prends soin du coup d'en avoir des très différents. J'ai du thé fumé, j'ai du thé noir. Petit thé noir chinois, j'ai du thé noir indien qui râpe vraiment sévèrement la gorge, mais qui est très agréable aussi. Et puis j'ai un thé vert, j'ai un Milky Oolong. Voilà, je le prends en fait de façon à pas créer de monotonie en fait pas de créer de monotonie. En fait, je me rends compte que si je fais toute une semaine avec un seul de ces thés, à la fin je sens plus ces subtilités, j'y prends moins de plaisir. Donc autant sur une journée je reste sur la même thé, mais autant d'un jour à l'autre j'essaye de varier justement pour avoir cette surprise et puis redécouvrir. Voilà, typiquement mon Milky Oolong, je vais le laisser tomber pendant 1 ou 2 jours et puis après je vais le boire. Et c'est le moment où voilà, tu l'as en bouche et tu te dis ouais, c'est quand même bon quoi. Voilà, c'est mon petit moment, où ah, bon, on est reparti. C'est peut-être une question piège. En tout cas, ça l'est pour moi parce que j'ai oublié. Oolong, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Je te dirais des bêtises. Ok, d'accord. Là-dessus, je te dirais des bêtises. J'ai dit une bêtise cette nuit, donc ça suffit. Je n'ai plus le droit de dire une seule bêtise. On a encore une dizaine de minutes. Ouais, alors moi, je vais dire quand même comment je fais mon thé à moi. Donc moi, j'ai une théière en fonte dans laquelle je ne mets que du thé parfumé. Et j'ai d'autres théières pour d'autres thés. J'ai des théières en terre que j'utilise pas beaucoup, mais qui va être plutôt pour le thé fumé. Des théières en céramique, ça c'est purement esthétique. Moi j'aime bien la partie esthétique aussi. Donc voilà, j'ai du thé, j'ai un thé pour le matin. Qui s'appelle du Grand Yunnan Impérial, qui est un ultra classique. J'ai un thé vert qui s'appelle du Pu'er Impérial, et ça par contre je le prononce super mal, je ne sais pas parler chinois. Voilà, qui est un thé qui est particulier parce qu'en fait c'est le thé que les cueilleuses planquaient avant, et donc en fait en chinois ça veut dire fond de culotte. C'est un thé voilà, qui se planquait dans les poches et qui est ramené. Et donc, en fait, comme sur les tabliers en cuir, en fait, les poches en cuir de celle qui récolte, du coup, ça donnait un goût au thé. Et donc, voilà. Il y a ça, et celui-là, j'aime beaucoup. Après, il y a tous les thés verts, effectivement, qui se mangent, que j'aime bien boire en mangeant. Et il y a le thé au jasmin qui a sa vie particulière. Voilà. Et après, je vais aussi beaucoup varier sur la tasse que je prends. Comment le thé, en fait, en refroidissant, va changer selon les types de tasses. Donc là, j'en ai 2 partout. Et évidemment, quand je bosse, j'ai plutôt ma théière en fonte avec mon mug, mais je varie beaucoup sur la quantité, sur tout ça. Voilà. Et j'ai l'autre truc qui est la thermos, dans laquelle je mets un filtre à thé. Donc c'est un papier qui est neutre, dans lequel tu mets, tu mets ta dose de thé, tu fermes ta thermos, tu enlèves ta dose de thé au bout d'environ 4 minutes. Là, c'est pareil, il ne faut pas un thé fragile. Et puis, du coup, tu as une thermos qui te dure toute la journée. Voilà, ça, c'est ma manière à moi. On n'a pas parlé des théières transparentes. Alors, il y a le plaisir de regarder la couleur. Bon, ça va 5 minutes. Mais en fait, vous pouvez acheter des thés en fait, qui sont des boules. Que vous paquez, et quand vous les faites infuser, en fait les boules ça fait comme des fleurs qui vont éclore. De chrysanthème. Et ça aussi c'est assez sympa. Ouais, c'est très beau. Les fleurs de chrysanthème, je crois que ça s'appelle comme ça, et en fait je te dire des bêtises. Et ça c'est super cher parce que c'est fait à la main, feuille par feuille, la feuille est composée, c'est super cousu, beau. Enfin bon, ça peut être cousu et tout ça, donc ça, mais c'est vraiment le côté esthétique de voir une fleur qui éclot. Voilà, c'est quand même pas mal, c'est quand même sympa à voir quoi. Il y a un thé que tu m'avais ramené une fois. Je me rappelle, tu l'avais acheté presque au pif parce que tu n'arrivais pas à lire les étiquettes. Et au final, ça t'avait coûté une fortune. Et j'en ai toujours, précieusement, dans un sachet vert pomme. Et c'est des boules, le thé en toutes petites boules, et c'est du thé au jasmin. Ça, c'est en fait, il y a un moment du coup, parce que je te l'avais rapporté la première fois que je suis allé à Hong Kong. Oui. Donc ça remonte à, désolé, on est vieux, mais il y a plus de 10 ans. Ouais, mais ça n'empêche qu'il a encore plein de goût.
C'est assez Bah, s'il impressionnant. était Après, conservé après. oui, bah, oui, il est forcément bien conservé et super étanche, Mm. etc. Mais, Mais, bah, pour et donc, l'anecdote, je l'avais acheté à Shenzhen. Donc j'étais parti visiter un pote à Hong Kong. J'étais parti à Shenzhen pour c'était de l'autre côté de la frontière, ça se faisait assez bien pour aller visiter. Et j'étais tombé dans un centre commercial sur deux jeunes filles qui essayaient de me vendre du thé et on essayait de se parler mutuellement, on se comprenait pas. Ça a été assez folklorique pendant. J'ai mis une demi-heure pour l'acheter celui-là. mais bon, j'aime toujours. Et tu sais comment elles sont faites, ces petites boules? Alors ces petites boules, bah, c'est soit roulé à la main. Du coup, c'est des gens qui, en fait, à partir du moment où elles ont été, alors si je reprends, en fait, on a parlé tout à l'heure, donc il y a la cueillette qui est faite, il y a un moment de torréfaction où on va arrêter en fait l'oxydation de la feuille, et juste après l'oxydation, c'est là qu'on va soit la rouler, soit la plier. Donc plier, vous voyez, c'est comme une feuille x2, x4. Et le roulage, en fait, c'est à ce moment-là, effectivement, c'est soit dans des. Au Japon, ils font ça a priori pas mal dans des machines, et d'autres endroits, de toute façon, où ça va être fait un peu plus manuellement. Effectivement, c'est rouler sa feuille, ça fait des toutes petites billes. Ouais, je dirais un demi-petit pois, Oui, c'est à peu ça. près. Et par contre, une fois que ça a infusé en termes de volume, ça fait. Je pense que celle que le Milky Oolong que j'ai, il fait au moins. Oui, il fait au moins du 7-8 fois, au moins, en termes de Voilà, prise de à pas volume. mettre, donc justement à pas tasser dans une boule à thé, surtout pas. Oui, parce qu'à ce moment-là, en fait, il va moins pouvoir s'épanouir, entre guillemets, ça perd beaucoup de son intérêt. Mm. Et, juste, en fait, tout ce processus-là, l'idée, en fait, c'est de travailler sur le degré d'humidité de la feuille. En fait, l'idée, c'est pendant toute la préparation, c'est de réduire progressivement le taux d'humidité de la feuille, de façon à ce que, à la fin, elle soit pas cassante, une fois qu'elle est en sachet, elle soit pas non plus sans eau du tout, parce qu'à ce moment-là, elle s'effriterait, elle serait cassante et ça perdrait beaucoup de son intérêt aussi. Voilà, et c'est effectivement, c'est quelque chose de très précis. Mm. Parce que je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé de tomber sur du thé moisi, donc il y aurait eu trop d'eau. Jamais. Jamais, non plus. Et en même temps, moi non plus, je suis pas tombée sur du thé hyper cassant, à part celui que j'avais gardé super longtemps et que j'ai essayé de boire quand même. Mm. Dire super longtemps, ça veut dire 15 ans ou un truc comme ça. Mais sinon, effectivement, c'est vraiment au point, c'est très subtil et c'est un très bon équilibre. Mm. On est sur notre dernière minute là. Ah, du coup, qu'est-ce qu'on a à dire à la fin? Buvez du thé. Éventuellement, juste en fait les légendes qui traînent autour de la création du thé. Comme on commençait à le dire tout à l'heure, le thé, la théine et la caféine, c'est la même molécule en fait. C'est juste qu'elle est enrobée différemment. En fait, dans le thé, la théine va être contenue dans les tanins, les polyphénols. C'est la même chose que dans le vin en fait. C'est ça qui fait que quand vous infusez votre thé trop longtemps, il va commencer à être un petit peu amer, il va commencer un petit peu à râper en bouche. Et en fait, la différence, c'est que vu qu'il est contenu dans ces tanins, dans ces polyphénols, la molécule va se libérer plus doucement dans le sang. Ça va prendre un peu plus de temps à se libérer, contrairement au café où c'est vraiment un effet immédiat. Et en Asie, les légendes en fait sur la création du thé tournent, que ce soit du côté du Japon ou de l'Inde. En fait, l'histoire c'est d'un moine bouddhiste qui se dit je vais faire une méditation pendant un an. Donc il se met en position, il commence à méditer, puis au bout de plusieurs mois il s'endort. Et là, de rage d'avoir raté sa méditation, en fait, il s'énerve un bon coup, il se coupe les paupières, il les jette par terre, et puis en se disant, comme ça, je m'endormirai plus. Et la légende raconte que quelques jours plus tard, en fait, un arbre a poussé, des feuilles étaient présentes, et il s'est dit, ah tiens, c'est bizarre ce truc, et c'est à ce moment-là qu'il aurait récolté les feuilles, qu'il les aurait fait infuser, qu'il aurait bu, et que grâce à ça, du coup, il serait pas endormi. C'est vachement tordu en fait. C'est un petit côté masochiste. Ah ouais, tu le sens bien l'animal lecteur. Voilà, et les légendes sur la création, sur la naissance du thé, en Asie, tournent quasiment tout autour de ça. Après, ils vont lui donner un nom différent, une époque différente, mais c'est la même anecdote, entre guillemets, de base à chaque fois. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. On pourra encore continuer à en parler parce qu'il y a plein de facettes qu'on n'a pas évoquées, notamment la dégustation professionnelle. Oui, il y a Euh, ça. On peut parler aussi un petit peu de la partie chimie.
On a commencé un tout petit peu à aborder le sujet là. Il y a éventuellement l'histoire de certains thés qui sont traditionnels, qui sont bercés de légendes, notamment du côté de la Chine. Ça peut faire l'occasion d'une autre intervention, Voilà. effectivement. Ça, puis les questions, parce que du coup, On n'a pas regardé s'il y avait on des n'a pas questions. pris de questions. Mm. Donc voilà. Du coup, on va arrêter celui-là Voilà, parce qu'on a attendu ailleurs. Tout à fait. Est-ce que tu sais qui a Mais ensuite il me semble que c'est Agatha, je crois. Voilà. Hey. Voilà, donc on va accueillir Agatha et Cyprien. Et nous, on va changer de plateau. Voilà, à tout de suite.